Oui, on enchaîne avec le deuxième cours. Donc, on va parler de la pathologie respiratoire qui est fréquente aussi, surtout chez les jeunes nourrissons. Donc, la coqueluche, qui est toujours d'actualité. La coqueluche, diagnostic et prise en charge. Donc, je commence par un cas clinique. Et, à travers ce cas clinique, on va discuter ensemble de cette pathologie. Donc, vous avez reçu le petit Yessi, âgé de 1 mois à 20 jours. Il consulte pour tout et dyspnée. Et la mère vous rapporte que lors des accès de tout, elle était effrayée par l'apparition d'une cyanose péribuccale. Donc, dans ses antécédents, rien de particulier, naissance normale, il est né à terme avec poids de naissance 3,4 kg. Il est sous allaitement maternel exclusif jusqu'à ce jour. Pas d'antécédents familiaux notables. Il a 2 frères, 4 et 7 ans, qui sont en bon état de santé apparente. Pas de consanguinité, pas d'atopie dans la famille. Donc, à l'examen, vous avez trouvé un bébé eutrophique, taille 53 cm, poids 4,3 kg. Il était fébrile à 38,7. Il était polypnéique à 55 cycles par minute. Il a un léger tirage sous-costal. L'auscultation, vous trouvez des rares sibilants aux 2 champs pulmonaires et le reste de l'examen est normal. Donc, 1 mois, 20 jours, pas d'antécédents pathologiques notables. Il a 2 frères, pas d'atopie. Premier épisode de dyspnée avec tout, avec une cyanose lors des toux, eutrophique, des polypnées, des signes de lutte, des râles sibilants. Donc, on est devant un premier épisode de dyspnée sifflante chez un bébé âgé de 1 an. Vous êtes dans le cadre de bronchiolite. On peut l'évoquer, vous êtes d'accord? Ok, donc quelle serait votre conduite à tenir? Si vous évoquez une bronchiolite, Euh, l'enfant, il se cyanose lors de tout, donc c'est un peu inquiétant. Euh, vous êtes d'accord, vous allez demander des examens complémentaires et vous allez peut-être hospitaliser l'enfant. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, vous avez demandé une radiographie de thorax de face. Vous trouvez juste la distension pulmonaire bilatérale, rien d'inquiétant d'autre. Il a un petit syndrome bronchique, là, mais pas plus. Les poumons hyper clairs, distendus. Vous avez demandé devant cette fièvre et la sévérité de tableau, cette cyanose rapportée par la mère, il y a des signes de gravité, donc vous avez demandé une mûration formule sanguine et la CRP qui était négative à 2 mg par litre, à la fin. Vous avez trouvé une hyperleucocytose, prédominance lymphocytaire, hémoglobine A13, plaquettes 476 000, tendance vers l'hyperplaquétose. Et là, vous avez hospitalisé l'enfant. Il est en unité de soins intensifs. Devant cette cyanose rapportée lors de tout, vous avez assisté à cette cyanose, vous avez mis le bébé sous oxygène et vous voyez cette toux. Donc, vous entendez l'interne, elle dit tout coqueluchoïde typique, c'est des accès de tout. Tout coqueluchoïde, hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire, une cyanose lors des accès de tout. C'est un bébé qui n'est pas encore vacciné. Quelle serait votre conduite à tenir? Donc, on a hospitalisé en unité de soins intensifs. Devant cette cyanose, on a mis sous oxygène. Voilà, donc il est hospitalisé en unité de soins intensifs. Il a été mis sous oxygénothérapie et des apports par perfusion intraveineuse. Vous avez mis sous macrolide et vous avez complété par la PCR coqueluche qui est revenue positive. Donc, vous êtes devant une coqueluche. Donc, la coqueluche, c'est une infection respiratoire qui touche donc le système respiratoire. Elle est hautement contagieuse. L'agent pathogène, c'est essentiellement le Bordetella pertussis et le Bordetella parapertussis. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une recrudescence de cette pathologie. C'est une pathologie qui est toujours d'actualité. Et la gravité réside aussi à l'atteinte des petits nourrissons non vaccinés. La mortalité, quand même, elle est parmi les 10 premières causes de mortalité infantile. Bordetella pertussis, il est découvert en premier lieu par Octave
Jingou. Puis, elle a eu sa nomination par le Jules Bordet en 1900 à son nom, donc Bordetella pertussis. C'est un coccobacille à gram négatif, c'est un germe aérobique strict. Il a une culture longue qui peut jusqu'à 7 jours. Cette bactérie, donc, elle est responsable de synthèse de différentes protéines qui sont responsables donc, des dégâts qu'elle fait au niveau du système respiratoire. Les adhésines, il y a les magglutinines filamenteux, les fimbriers, les pertactines, les toxines, elle est responsable de synthèse de toxines, les toxines de pertussis, ce sont eux qui sont responsables de cette hyperleucocytose prédominance lymphocytaire et de l'atteinte neurologique qu'on peut voir dans la coqueluche. La toxine cytotrachéale elle est responsable de la destruction de l'épithélium respiratoire cilié, l'adényle cyclase hémolysine et la dermonécrotine. Ce sont les principales protéines qui sont responsables de dégâts au niveau du système respiratoire. Et à travers ces protéines aussi, on a pu découvrir les vaccins. Vous allez voir qu'à partir des adhésines et des toxines qui font partie de la composition des vaccinations dans le plaque à venir. Actuellement, on a assisté à une présence de polymorphisme au niveau de quelques protéines, essentiellement donc les pertactines et les toxines de pertussis. Donc, la clinique typique pour la coqueluche, donc généralement, on a une phase d'incubation qui dure de 7 à 10 jours. Puis, il y a la phase catarrhale, où on assiste à une rhinorrhée avec une toux qui est atypique, qui peut durer d'1 à 2 semaines. Et puis, la phase paroxysmale, c'est la phase où on assiste à la toux quinteuse typique, un peu associée à une cyanose lors des quintes. L'NFS peut montrer donc une lymphocytose importante. Les vomissements peuvent être associés, une toux à recrudescence nocturne. Cette phase paroxysmale peut durer de 3 à 8 semaines. Et puis, ça survient à la phase de convalescence qui peut durer même 12 semaines. Vous voyez que ça peut être long. Donc, les symptômes cliniques vont être variables avec l'âge et le contact précédent avec la bactérie. La sévérité, surtout pour les petits nourrissons de moins de 3 mois. Et ça peut donner même soit ce tableau typique ou même des apnées. La forme apnéisante existe dans la coqueluche ou la forme de coqueluche maligne. Donc, le tableau atypique, il est souvent fréquent, il peut être méconnu de diagnostic difficile. On assiste souvent au tableau atypique qui est fait généralement par une toux chronique qui peut donc donner une toux sèche de plus de 15 jours, de plus de 3 semaines. On doit évoquer le diagnostic si on assiste à une toux chronique chez le grand enfant ou l'adolescent. Elle est fréquente chez les adolescents, ça peut être donc donner un pourcentage jusqu'à 10 à 32% des adolescents. Le diagnostic, il faut le connaître afin de limiter la contamination avec les petits nourrissons qui peuvent présenter les formes graves de coqueluche. La coqueluche maligne, elle est fréquente chez les nourrissons. Donc, les signes de gravité de coqueluche sont au nombre de 9. Donc, l'âge, le jeune âge, le terrain particulier avec la prématurité et l'hypotrophie, s'il y a une apnée, une cyanose, la bradycardie et la tachycardie, s'il y a des signes neurologiques associés, type convulsion ou céphalopathie, les troubles digestifs aussi avec des vomissements incoercibles, la surinfection pulmonaire, l'hyperlymphocytose importante, l'hyponatrémie, ce sont tous des signes de gravité qui peuvent donner donc un tableau de coqueluche maligne. Donc la coqueluche maligne, elle est définie par l'association d'une insuffisance respiratoire sévère, l'hyperleucocytose très importante, les signes neurologiques avec un tableau d'encéphalopathie, l'HTAP et le choc septique. Malheureusement, cette forme maligne peut donner le décès qui peut survenir dans 75% des cas dans un tableau de défaillance multiviscérale. Généralement, ça donne donc un tableau d'HTAP avec agrégat leucocytaire, hyperleucocytose, qui donne un agrégat au niveau des artères pulmonaires, comme vous le voyez ici, dans cette groupe anatomopathologique. Ça peut être responsable de l'HTAP.
Dans cette diapo, on voit un article qui a été publié par l'équipe de réanimation pédiatrique de l'hôpital d'enfants en 2014. Vous voyez ici qu'ils ont déjà colligé en 2014 euh, 17 cas de coqueluche maligne avec une moyenne d'âge de 50 jours. La mortalité était quand même de 23%. C'était 9 cas âgés de moins de 2 mois. C'était la mère qui était le contaminateur essentiel dans presque la moitié des cas. 12 cas non vaccinés, 5 cas en une seule dose, donc pas assez pour être couverts. Les facteurs de risque de mortalité, ils ont trouvé 6 facteurs de risque. Le score d'autisme qui est élevé, l'état de choc, l'altération de l'état hémodynamique, la tachycardie, les convulsions, l'altération de l'état neurologique. Donc, ce sont facteurs de risque de mortalité élevés dans la coqueluche maligne. Dans notre service, en 2014 aussi, on a colligé 3 cas de coqueluche maligne parmi les 26 cas colligés pendant cette épidémie en 2014. Les 3 cas donc étaient âgés de moins de 2 mois, donc 45 jours, 36 jours et 55 jours. La symptomatologie était pour le premier cas des troubles neurologiques, les convulsions et une entérocolite ulcéronnécrosante. Deuxième cas est essentiellement trouble neurologique. Le troisième cas, c'était un tableau d'HTAP, état de choc septique, un CHE. Malheureusement, ce bébé était décédé à J12 d'hospitalisation. Pour le malade qui a une entérocolite ulcéronnécrosante, il avait la particularité d'avoir une hyperleucocytose très importante. Euh, il avait une PCR qui était positive même dans le LCR aussi. Voilà, donc le diagnostic, il était âgé 74 depuis. Il a été hospitalisé comme une hospitalisation prolongée et heureusement, l'évolution était bonne. Là, on le compare à d'autres cas publiés dans la littérature en 2012 et en 1993. Donc, pour le cas où on a une coqueluche associée à un syndrome hémolytique urémique, notre patient, donc le diagnostic a été fait à J84 de vie. L'évolution, malheureusement, elle était fatale malgré un traitement donc, adéquat. Pour le cas où on a une atteinte neurologique, les manifestations neurologiques qu'on a constatées dans notre série, c'était les troubles de conscience. Les convulsions étaient constatées chez un patient. Ce patient, il y avait un PCR positif dans le LCR et les mécanismes qui ont été décrits dans la littérature de l'atteinte neurologique dans la coqueluche étaient essentiellement un mécanisme toxinique avec altération de la barrière hématoméningée et production de cytokines pro-inflammatoires. On a eu un cas de co-infection Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis, et cette association donc, a été décrite dans la littérature. Généralement, l'atteinte par Bordetella parapertussis seule, ça donne une forme moins sévère, pas de cyanose ni apnée, mais la co-infection entre les deux, Bordetella parapertussis et pertussis, ça donne une forme sévère de la maladie et ça donne généralement des coqueluches malignes. On passe au diagnostic. Donc, pour le diagnostic euh, positif, donc le diagnostic est essentiellement biologique et on insiste sur l'importance des délais et l'importance des prélèvements. Donc, pour la culture, elle est indispensable pour suivre l'évolution de la population bactérienne et la résistance aux antibiotiques. Elle a une bonne spécificité, mais une sensibilité moindre. Il faut faire donc la culture pendant les 2 premières semaines de quinte pour avoir des résultats positifs. Et le diagnostic, ça prend 5 à 8 jours. Donc, c'est un diagnostic lent. C'est essentiellement épidémiologique pour l'évolution de la population bactérienne. Pour le diagnostic positif, la RT-PCR, donc c'est un examen qui est excellent avec une sensibilité de plus que 80%, une spécificité excellente, et il faut le faire la première semaine de taux. Pour la sérologie, c'est la recherche d'anticorps antitoxines pertussiques. Il faut faire 2 prélèvements. C'est un intérêt c'est le grand enfant, mais elle n'a plus de place actuellement. C'est ininterprétable si la vaccination elle est récente de moins de 3 ans. Il n'y a pas de kits commerciaux qui sont validés. Donc, essentiellement, il faut utiliser la PCR pour le diagnostic positif et
la culture pour l'évolution de la population bactérienne et résistante aux antibiotiques. Donc, j'insiste sur les délais. Le diagnostic de la coqueluche, donc, on peut faire la culture pendant la phase catarrhale et la PCR pendant la phase catarrhale jusqu'à la phase paroxysmale. Pour les anticorps, on peut les détecter à partir de la phase paroxysmale, donc 5e semaine, on peut détecter les anticorps. Le prélèvement se fait par aspiration nasopharyngée pour la PCR et la culture. La technique, elle est la même qu'on le fait actuellement pour le prélèvement COVID. Vous pouvez consulter ce lien donc pour voir la technique correcte pour le prélèvement, l'aspiration nasopharyngée pour faire la PCR coqueluche. Donc, si on récapitule, le diagnostic bactériologique, la culture, elle manque de sensibilité et donc ça prend du temps. La RT-PCR, c'est la technique la plus sensible que la culture avec une bonne spécificité. La sérologie, elle n'a pas de place puisque après 3 semaines de tout, c'est ininterprétable si vaccination récente de moins de 3 ans et absence de kits commerciaux validés. Donc, pour le diagnostic positif, c'est la RT-PCR qui est la plus sensible et la plus spécifique. On passe au traitement. Donc, nos objectifs, c'est de réduire les complications, en particulier chez le jeune nourrisson. On a dit que le jeune nourrisson présente des complications graves et la coqueluche maligne. Pour limiter la contagiosité et la transmission de la maladie. Ça, c'est très important. On traite les malades qui ont une coqueluche pour limiter la contagiosité. Il faut savoir que le traitement anti-coquelucheux, il est peu efficace sur les cas et le début doit être précoce pendant la phase catarrhale pour avoir donc des résultats intéressants. Donc, les molécules que vous pouvez utiliser, ils sont là sur cette diapo. Donc, et selon la molécule, vous voyez les doses et la durée, elle est différente. Donc, l'érythro pendant 14 jours, clarithromycine pendant 7 jours ou azithromycine pendant 3 jours. Bien sûr, si l'enfant présente une allergie aux macrolides, on peut utiliser le cotrimoxazole Bactrim en 2 prises pendant 14 jours. Pour la coqueluche maligne, donc il faut utiliser les macrolides par voie intraveineuse, bien sûr avec le traitement symptomatique, une ventilation mécanique si besoin, traitement de l'HTAP qui est très fréquent dans la coqueluche maligne. La physiopathe, vous l'avez bien vu, c'est l'obstruction des vaisseaux pulmonaires par les leucocytes, cette hyperlymphocytose qui existe dans la coqueluche maligne. Le traitement, il est soit par des vasodilatateurs pulmonaires, on utilise le NO. On peut utiliser pour cette hyperleucocytose si elle est très importante, l'exsanguinotransfusion ou la leucophorèse. Il y a des équipes qui peuvent utiliser l'ECMO, pas toutes les équipes malheureusement. Il y a quelques équipes qui peuvent utiliser l'ECMO, c'est très intéressant dans la coqueluche maligne. Pour la prévention, donc on commence par l'antibioprophylaxie. C'est très important de retrouver et traiter le contaminateur. Donc, comme on l'a vu dans le cas clinique tout à l'heure, on a notre bébé, mais on n'a pas un tousseur, ni les parents, ni la fratrie aux entourages. C'est important de rechercher qui est le contaminateur de l'enfant. Déterminer les sujets contacts, les parents, la fratrie qui sont en contact du bébé. Toutes les personnes contactent sous le même toit ou contact quotidien prolongé, par exemple une assistante maternelle, et qui ne sont pas vaccinés ou leur vaccin, il date de plus de 5 ans. Il faut savoir que la vaccination anti-coqueluche ne protège pas plus que 5-7 ans. Donc, c'est important de faire des rappels et bien sûr, les personnes qui sont vaccinées de plus de 5 ans, il faut les donner l'antibrophylaxie. Il faut savoir qu'il faut commencer l'antibrophylaxie le plus tôt que possible après le comptage, maximum 3 semaines après le contact avec un cas index. Il faut éviter les collectivités si on doute sur une coqueluche. Ça dépend du traitement prescrit. Si on a prescrit l'azithromycine, donc 3 jours suffit pour l'éviction. Les autres traitements, 5 à 7 jours. S'il n'y a pas de traitement, de 15 à 3 jours à 3 semaines de tout, il faut éviter les collectivités. Et après, bien sûr, la base de la prévention, c'est la vaccination. Je vous présente le calendrier vaccinal, le nouveau calendrier 2021.
Je l'ai emprunté de notre cher maître Dr Sfar. Donc, la première vaccination anti-coqueluche, c'est à l'âge de 2 mois, Penta, donc 3 mois, et puis 6 mois, et un rappel à l'âge de 18 mois. Il faut savoir que la vaccination date depuis longtemps, donc anti-coqueluche, depuis l'année 1959, le Vaxicoque, Tétracoque en 1966, et dans les années 86, on a même arrêté cette maladie. Elle existe encore malgré une vaccination correcte dans les pays. L'épidémiologie, elle est variable de cette maladie selon le pays et en fonction de la couverture vaccinale, mais on assiste actuellement à une resurgence. En Tunisie, pas de chiffre exact, malheureusement, on n'a pas de registre national. C'est une maladie à déclaration obligatoire. En 2005, il y a 6 cas, à partir de 2005, en 2006, 8 cas. Il y a le professeur Keshri du laboratoire de microbiologie hôpital d'enfants ont travaillé beaucoup sur cette maladie. Et il rapporte que la prévalence de la coqueluche est de 20% de l'année 2007 à 2011. Ils ont trouvé 120 PCR positifs chez 599 bébés âgés de moins de 1 an qui sont prélevés. L'hôpital d'enfants, ils ont une belle série de coqueluches malines, on l'a présenté tout à l'heure. Dans notre service, nous avons colligé 26 cas en 2014 quand même. Et vous voyez ici qu'en 2009, il y a un pic important. On a dit que c'est une maladie qui survient par épidémie tous les 4 ans, c'est ce qu'on a remarqué. Donc en 2009, il y a un pic. Après, cette diapo, je l'ai empruntée du professeur Smewi. Vous voyez, en 2009, il y a un pic. En 2014 aussi, on a assisté dans notre service, on a eu beaucoup de cas. En 2018 aussi. En 2019, on voit encore. Donc, voilà. Donc, devant ces constatations de l'augmentation de la fréquence de cette pathologie qui peut mettre en jeu le pronostic vital des jeunes nourrissons, c'est important de revoir, bien sûr, nos moyens préventifs contre la coqueluche. Si on voit quelles sont les personnes qui sont à l'origine de contamination de ces petits nourrissons, les adultes sont victimes et vecteurs de la maladie. Cette étude faite en 2005 et publiée en 2007 au Pediatric Infectious Disease Journal, qui est faite en Allemagne, Canada, France, USA, qui montre que les parents sont les principaux vecteurs de la maladie, 55% des cas, suivis par la fratrie, puis donc les cousins, les amis, les oncles et les tantes. Donc, dans la revue de la littérature, cette étude publiée en Vaccine 2013 qui a fait une revue de la littérature de 9 études, ont trouvé que le principal contaminateur était la mère, dans 39% des cas, suivi par le père dans 16% des cas, la fratrie 16 à 43% des cas, et puis extra-familial et les sources éléments identifiées. En France, les recommandations, en 98, la France était le premier pays au monde à introduire un rappel chez l'adolescent, puisqu'ils ont trouvé que l'adolescent, généralement 11-13 ans, on n'est plus donc protégé contre la coqueluche et ils peuvent donc présenter une pathologie atypique avec une toux chronique. Ils peuvent être source de contamination pour les petits nourrissons. Donc, ils ont commencé à faire le rappel à l'âge de 11-13 ans. En 2004, mise sur le marché de vaccins acellulaires à formulation adulte, le Boostrix et le Retevax, avec des recommandations de la stratégie dite de cocooning, c'est-à-dire on vaccine toutes les personnes autour du nouveau-né, la nourrice, les parents, la fratrie, voilà, qui ne sont pas protégés. Le vaccin cellulaire, il est présent en France depuis 1966. 30 ans après, en 1996, en France, on voit que les vaccins acellulaires, en 2005, généralisation du vaccin acellulaire en France. Donc, tous les bébés sont vaccinés par le vaccin acellulaire. Il faut savoir que 4 vaccins acellulaires existent, entre 1, 2, 3 et 5 composants. Les vaccins sont combinés généralement avec les vaccins
diphtérie, tétanos, et selon les régions, hémophilus, polio et hépatite B. En Tunisie, on a souvent donc ce vaccin cellulaire en PMI et le acellulaire en privé. Donc là, je vous rappelle la composition de quelques vaccins coquelucheux. Donc acellulaire, combiné, l'Infanrix par exemple, Tetra, Quanta ou Hexa, il est composé par la toxine pertussive qu'on a vu tout à l'heure, c'est une protéine qui est responsable de l'atteinte biologique, peut-être lymphocytose importante. Les autres protéines, la composition de, de Bordetella pertussis, vous voyez que ça dépend du vaccin, la composition. Donc, 25 microgrammes, toxine pertussive dans l'Infanrix, Bestrix, une dose moins importante, 8 microgrammes, 8 de FHA et protéines de membrane, 2,5 microgrammes. Donc, la composition du vaccin dépend euh, par rapport aux toxines, ça dépend du vaccin. Donc, depuis 2008, en France, il recommande la primo-vaccination 2, 3, 4 mois de vie, avec 2 rappels à 18 mois et 11-13 ans, donc à 18 mois, puis 11-13 ans. Il vaccine aussi le personnel soignant, le professionnel en contact avec les nourrissons trop jeunes, les futurs parents aussi autour d'une grossesse, rappel décennal. Et après ces recommandations, on voit très bien qu'il y a une diminution de la fréquence de coqueluche. Et en 2012, rebelote. Donc, est-ce que c'est efficace ce cocooning? C'est ça la question. Donc, dans une étude publiée en Pediatrics 2014 en Australie, l'étude K-Control, ils ont analysé les cas de coqueluche confirmés chez les moins de 4 mois en 2009-2011. Les parents immunisés, vaccinés de plus de 4 semaines. Donc, on a trouvé que les mères vaccinées, 22% chez les cas versus 32% chez les contrôles. Donc, le père vacciné 20% chez le cas versus 31% chez le contrôle. Donc, on a conclu que l'efficacité de vaccination des deux parents sur la prévention de la coqueluche avant les 4 mois était de 51%. Donc, c'est important de vacciner les deux parents. Il faut savoir que le contaminateur n'est pas toujours symptomatique. Dans cette étude publiée en 2008, il y a 46 cas index. Donc, on a trouvé que 50% des mères étaient positives, 52% parmi eux seulement qui toussent, 34% étaient positifs, 57% seulement ils toussent. Donc, l'atout, elle est typique de coqueluche chez un seul parent. Elle peut être absente ou mineure chez 43% des parents quand même. Donc, on peut ne pas savoir s'il est asymptomatique, qui est le cas, qui est le cas qui est la personne qui contamine l'enfant. Finalement, est-ce que le vaccin, il protège qui et contre quoi? Donc, revue des essais randomisés, efficacité à court terme des vaccins coquelucheux après primo-vaccination. On a trouvé que le vaccin acellulaire, il prévient contre la maladie symptomatique. Donc, le acellulaire, il protège la personne qui est vaccinée, mais c'est-à-dire, il ne donne pas des symptômes, mais il peut être porteur, il peut contaminer. Alors que le vaccin, donc quelle est la différence entre vaccin cellulaire et acellulaire? Bonne réponse des anticorps, protection contre la maladie symptomatique et diminution de la sévérité, ça c'est pour les deux. Pour le vaccin cellulaire, ça entraîne une immunité plutôt naturelle, donc ça induit une mémoire de type cellulaire, TH1 et TH17. Alors que le vaccin acellulaire ne provient ni l'infection ni la transmission. Donc, le vaccin cellulaire, il protège la personne contre les symptômes, contre la sévérité, ça donne une bonne réponse anticorps et immunité cellulaire, alors que le acellulaire, il protège contre les symptômes et ça diminue la sévérité, mais la personne qui est vaccinée par le acellulaire, elle peut être contaminée et, tout en étant asymptomatique et contaminer les autres. Il y avait en 2013 une réunion internationale pour réévaluer le vaccin acellulaire et les stratégies de vaccin de la coqueluche.
Et ils ont trouvé donc ces constatations que le vaccin acellulaire, il ne protège pas contre la contamination des autres. Ça donne une personne asymptomatique, mais euh, peut être porteuse. Donc, la discussion était d'améliorer le vaccin en, en agissant sur l'adjuvant, donc pour booster l'immunité euh, vers une immunité cellulaire, une longue mémoire immunologique. Donc, la transition entre vaccin cellulaire et acellulaire, elle est associée à une recrudescence locale de la maladie. C'est ça la question. En Tunisie, c'est ça la question, surtout dans les pays européens. En Tunisie, à un certain moment, donc, on a les deux vaccins, cellulaires et acellulaires. Donc, une grande question, est-ce qu'on est protégé? Sinon, on a dit quand même que cette maladie, elle survient par épidémie tous les 4 ans. Donc, est-ce que c'est le cycle de coqueluche naturel ou ces toxines qui ont changé? Donc, avec ce polymorphisme, on parle souvent des toxines qui sont présentes actuellement dans nos vaccins acellulaires. Est-ce que ce n'est pas ce polymorphisme qui diminue la protection de nos enfants? Il y a actuellement un nouveau concept, on parle beaucoup, nouveau depuis 2012-2013, de la vaccination de la femme enceinte. Le concept, c'est de protéger la future maman et donc protéger l'entourage proche du nouveau-né, le cocooning, et protéger directement le nouveau-né et jeune nourrisson par les anticorps maternels transmis. C'est-à-dire, quand on vaccine la femme enceinte, elle est protégée, elle, donc, qui est la personne la plus proche du nouveau-né, et en plus, elle peut donc protéger le nouveau-né par la production des anticorps qui vont être transmis de mère au bébé. Les premières publications sur cette vaccination pendant la grossesse, en 2014, ils ont vacciné les bébés donc, pendant le troisième trimestre par un vaccin acellulaire. Ils ont trouvé que c'était intéressant quand même, cette de mères vaccinées, colonisation idem, aucun symptôme, alors que les autres témoins qui ne sont pas vaccinés, les mères, ils ont montré une coqueluche sévère avec même un décès. En 2015, il y a cette publication en vaccine aussi qui ont donc démontré que la vaccination des femmes enceintes euh, plus, dans les 20, plus de 20 semaines d'aménorrhée, ça a été démontré que ça protège bien les bébés et les anticorps passent donc pour protéger les nouveau-nés. Aux États-Unis, donc, ils ont commencé de vacciner les femmes enceintes depuis 2012. L'Angleterre aussi, depuis 2012, ils vaccinent les femmes enceintes entre 28 et 38 semaines par le vaccin anti-coqueluche. Et après cette vaccination des femmes enceintes, ils ont démontré qu'il y a une baisse importante des cas de coqueluche pour les bébés de moins de 3 mois. Donc, la vaccination de la femme enceinte, il y a beaucoup de pays qui le font actuellement. Vous voyez la liste ici. La vaccination contre la coqueluche et les recommandations recommandées à chaque grossesse avec le vaccin acellulaire. Il faut vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation, 26 et 32 semaines d'aménorrhée. Donc, la vaccination, elle prévient environ 90% des hospitalisations et 95% des décès liés à la coqueluche chez les enfants de moins de 3 mois, qui est très intéressant. Donc, quelles sont les stratégies pour prévenir la mortalité infantile par la coqueluche? Début précoce de la vaccination, c'est ce qu'on fait, des 6 à 8 semaines. Donc, dans notre calendrier vaccinal, on vaccine à l'âge de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 18 mois. Immunisation néonatale, donc la vaccination de la femme enceinte. Cocooning, grand point d'interrogation. Pas d'études démontrant l'impact de la stratégie du cocooning sur l'incidence, la morbidité et la létalité de la couche de petits nourrissons. Nécessité d'une forte couverture vaccinale, donc balance coût et impact. L'implication des maternités est un élément capital pour l'application de recommandations. Et actuellement, on discute d'un nouveau vaccin avec changement de, euh, on a dit tout à l'heure, du vaccin. Donc, il y a des études dans ce sens.
Donc, pour conclure, la coqueluche est une pathologie d'actualité. Elle est très contagieuse. Elle peut être grave chez le petit nourrisson de moins de 3 mois qui n'est pas vacciné correctement. Donc, il faut se méfier. Il faut évoquer le diagnostic et commencer le traitement précocement. J'insiste sur la prévention, les mesures de prévention plus, isolement des malades, le traitement des sujets contacts et l'enquête au cours de cas index. En Tunisie, il vaut mieux mettre en place un réseau de surveillance de cette maladie qui est toujours d'actualité et qui donne beaucoup de décès pour les petits nourrissons. La vaccination contre la coqueluche en Tunisie. Actuellement, ce qui est recommandé de faire un rappel d'un vaccin acellulaire à l'âge de 6 ans et des rappels tous les 10 ans. Le comité tunisien de vaccination, il a mis des priorités, donc le vaccin acellulaire à l'âge de 6 ans et la femme enceinte ou à la sortie de la maternité. Malheureusement, avec cette endémie de Covid, donc actuellement, wait and see, donc on n'a pas pu avancer dans ces recommandations. Donc, dans l'attente, le comité, il recommande de vacciner les enfants par tétraxine à l'âge de 6 ans. Et si ça n'a pas été fait à l'âge de 6 ans, à l'âge de 11, entre 11 et 13 ans, il faut les vacciner pour éviter la contamination des jeunes nourrissons par la COVID. Voilà. Merci.